Bonjour Claude Malhuret, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous Bonjour. êtes sénateur de l'Allier et président du groupe Les Indépendants, République et Territoire au Sénat. Merci d'être avec nous pour vous interroger. À mes côtés, Mathieu Perrineau. Bonjour Mathieu, journaliste à La Montagne. On va parler de la crise sanitaire dans quelques instants, Claude Malhuret, mais d'abord un mot sur Valéry Giscard d'Estaing, vous qui êtes de la famille centriste. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre famille politique, Valéry Giscard d'Estaing ? Je crois qu'il a apporté un petit peu, il avait les mêmes qualités dans sa famille politique que les qualités qu'il avait en tant que président de la République. C'est difficile de dire aujourd'hui quelque chose d'original. Depuis 24 heures, tout a été dit sur Giscard d'Estaing, grand président, intelligence exceptionnelle, président réformateur, grand européen. Et c'est notamment cela une des choses qu'il a apporté à notre famille politique, ce côté européen qui la caractérise, avec d'autres familles bien entendu. Et puis, en dehors de la famille politique, nous sommes aujourd'hui à Clermont-Ferrand, donc vous me pardonnerez d'évoquer quand même le fait qu'il ait été aussi un très grand président de région. L'Auvergne était enclavée, elle ne l'est plus aujourd'hui, et c'est bien entendu à lui très très largement qu'on le doit. Et puis peut-être une dernière chose que celle-ci qui est peut-être plus originale et que les Français souvent ne connaissent pas, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vu à la télévision, c'est qu'il a une image assez froide, assez réservée, assez hautaine, dont il souffrait lui-même. Il disait je suis grand, ça me fait paraître un petit peu hautain, etc. Il en souffrait. Et je me rappelle, moi, d'avoir fait des campagnes avec lui, puisque j'étais dans sa liste aux élections régionales en 2004. Nous avons perdu cette élection régionale. Il avait été président depuis longtemps. Et nous n'étions pas favoris. Et les campagnes électorales, c'est pas toujours très, très marrant. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une campagne électorale aussi drôle. Après chaque meeting, on dînait ensemble, il remontait le moral de tout le monde, très très humoristique, très ironique, parfois une ironie mordante. Et ça, je pense que c'est un côté de Valéry Giscard d'Estaing qu'on ne connaît pas, son humour et sa capacité à être extrêmement drôle, mais évidemment pas devant les caméras, parce que les présidents se méfient toujours de la petite phrase ou de la mauvaise image. Et vous nous avez parlé de l'homme. On va passer à la crise sanitaire, évidemment, Claude Malhuret, avec Mathieu. Ouais, vous êtes aujourd'hui président du groupe Les Indépendants au Sénat. Vous avez été maire, député européen, secrétaire d'État aux droits de l'homme sous Jacques Chirac. Tout ça, ce sont des mandats. Mais ce que le public connaît peut-être moins, c'est votre profession. Votre profession, vous êtes médecin et médecin épidémiologiste. Alors, par les temps qui courent... Par les temps qui courent, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais vous avez exercé, notamment lorsque vous étiez à Médecins sans frontières dans les années 70. Vous avez connu la variole, vous avez connu les confinements. Qu'est-ce que vous pensez, votre regard sur la crise sanitaire actuelle et sur les mesures qui sont prises ? Mon premier regard, c'est peut-être d'abord de dire que c'est une épidémie parmi d'autres. C'est-à-dire que l'homme a vécu avec les épidémies depuis qu'il existe. L'humanité a vécu avec les épidémies. Tout le monde se rappelle la peste, le choléra, etc., qui tuaient la moitié de la population, qui n'avaient rien à voir avec les épidémies actuelles. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on entend dire c'est une maladie de la mondialisation, c'est une maladie du dérèglement climatique, c'est une maladie du capitalisme ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. C'est une maladie tout court. Et depuis le début de l'humanité, tous les ans on a une épidémie de grippe, parfois un peu plus grave. Depuis le début de l'humanité, l'homme vit avec ses tristes compagnons que sont les bactéries et les virus. Et on a toujours l'impression qu'il faut trouver un responsable. Avant c'était les sorcières, c'était la colère divine. Aujourd'hui c'est la mondialisation ou Non, c'est une maladie tout court. Ça, c'est ma première réflexion. Pourquoi est-ce qu'on cherche à parler du système lorsqu'il s'agit d'une maladie ? C'est mon côté de médecin, mais une maladie, c'est une maladie. Et ça m'amène d'ailleurs à la deuxième réflexion, c'est que je suis plutôt de l'opinion contraire de ceux qui disent, des collapsologues qui disent on est en plein déclin, ça va mal se terminer, on a l'impression que la fin du monde est pour pas longtemps. À quoi on assiste ? On n'a jamais obtenu aussi rapidement des armes contre une maladie que maintenant. Le virus a été séquencé, le génome a été séquencé en 8 jours. Les vaccins aujourd'hui sont au nombre de plusieurs dizaines, en moins d'un an, alors qu'il faut 10 ans d'habitude pour faire un... Les progrès scientifiques, et cette science, elle est due à nos démocraties. Depuis 2 siècles, la science a progressé dans les démocraties libérales que nous sommes. Et nous sommes aujourd'hui, dans quelques mois, bien entendu, nous sommes dans une période difficile, mais dans quelques mois, nous savons que le vaccin va résoudre les problèmes. Il y aura d'autres épidémies avec d'autres virus.
et on trouvera d'autres vaccins. Pour moi, c'est quelque chose, une fois cette période passée, la réflexion sur cette période, c'est l'immense chance que nous avons de vivre dans des pays où le progrès scientifique, le progrès médical amène à ce que des épidémies de cette sorte ne se terminent pas par des tragédies comme auparavant. Donc j'ai souvent l'impression d'être en décalage avec ce que certains observateurs décrivent. Mais quand même, Claude Malhuret, puisque vous parlez du vaccin, on sent une certaine réticence dans la population française. Est-ce que, vis-à-vis de ce vaccin, est-ce que vous la comprenez, vous, cette réticence ? Oui, je la comprends et en même temps, je n'y crois pas. Je la comprends parce que le vaccin n'est pas encore au point. Parce que c'est des nouveaux vaccins à ARN et qu'on a encore une incertitude sur leurs effets secondaires à long terme. Et on l'aura pendant un certain temps. Donc je pense qu'il faudrait être idiot pour ne pas dire, après tout, ça se discute. Mais en même temps, je pense que c'est le point principal. Je ne pense pas, même s'il y a une partie de la population qui a une certaine crainte ou réticence devant le vaccin, moi je ne regarde pas les sondages, je regarde ce qui se passe. Nous sommes en rupture de vaccin anti-grippe. C'est-à-dire que le vaccin anti-grippe, c'est tous les ans. On a du mal d'ailleurs à faire en sorte que tout le monde se vaccine, mais beaucoup de gens se vaccinent. Et cette année, alors qu'on avait commandé le double de doses, on a été en rupture de stock au bout d'une semaine. C'est-à-dire que tout le monde, tous les gens qui sont à risque, se sont précipités sur le vaccin et on est en rupture de stock. Ça vaut beaucoup mieux qu'un sondage. Ça veut dire que le jour où les gens sont certains que le vaccin contre la Covid n'a pas d'inconvénients, il n'a que des avantages, je peux vous dire qu'ils vont se précipiter et que les pharmacies seront en rupture de stock. On parlait du vaccin, justement. Tout le monde a son avis sur la question. On entend tout et n'importe quoi, notamment sur les réseaux sociaux. Et je sais que les réseaux sociaux, vous n'aimez pas vraiment ça. Non, j'adore les réseaux sociaux, mais je déteste les discours de haine sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas la même chose. Et vous avez même vous proposez de les mettre au pas, ces réseaux sociaux. Ça veut dire quoi, les mettre au pas, et comment on peut faire ? Ça veut dire, vous voyez bien, l'actualité, l'assassinat de Samuel Paty, les discours de haine, le complotisme. Je vous signale une interview d'Obama il y a quelques jours dans un journal américain qui s'appelle The Atlantic, à l'occasion de la sortie de son livre, où il déclare, je cite, « Les réseaux sociaux sont devenus une des principales menaces pour notre démocratie ». C'est pas moi qui le dis, c'est Obama. Et Dieu sait qu'il les a pratiqués. Il y a un côté fantastique dans l'Internet, dans les réseaux sociaux. Et puis, il y a ce côté très, très problématique qui, exemple, les élections de 2016 aux États-Unis, exemple, l'assassinat de Samuel Paty, exemple, des tas de gens qui, aujourd'hui, sont sous protection policière, notamment des femmes écrivains ou journalistes qui sont sous protection policière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer ça ? Je pense que d'abord, premièrement, on ne peut pas régler ce problème en France. C'est au niveau européen. Deuxièmement, Thierry Breton, notre commissaire au numérique, est en train de préparer le Digital Services Act, c'est-à-dire une loi qui permettra de régler, que ce ne soit plus la loi de la jungle. D'ailleurs, même dans la jungle, il y a une loi. Dans les réseaux sociaux, et il n'y en a même plus. On arrivera. Il y a un proverbe arabe qui dit « Celui qui a fait monter l'âne en haut du minaret devra le faire redescendre ». Eh bien, il n'y a que les réseaux sociaux qui peuvent régler ça. Les juges, ils n'ont pas les moyens devant l'immensité du problème. Donc, il faut obtenir des réseaux sociaux une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre les modérations nécessaires, une obligation de résultats, c'est-à-dire d'enlever les messages. Et je pense qu'on va y arriver. Et Claude Malhuret, puisque vous parlez de loi, on va parler de 2 lois à venir que va examiner le Sénat. La loi dite de sécurité globale, évidemment, est celle contre le séparatisme. Alors, celle de la sécurité globale qui doit être réécrite, qui a beaucoup fait parler d'elle. Est-ce que, politiquement, vous qui prônez la modération, vous soutenez ce que beaucoup voient comme un virage à droite du gouvernement ? Alors, les 2 lois ne sont pas de la même nature. Je ne pense pas qu'il faut les... Parce que, par exemple, vous parlez de virage à droite. La loi sur le séparatisme, la dénonciation du communautarisme, c'est très souvent des courants de gauche, laïques, universalistes, qui sont totalement contre le séparatisme. Soit, bien sûr, l'extrême gauche et les islamo-gauchistes dont on parle, c'est un petit peu particulier, mais la gauche laïque, elle est totalement anti-séparatiste, anti-communautariste, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. La loi sur le séparatisme, je pense qu'elle regroupe, à mon avis, et à juste titre, il faut aujourd'hui lutter contre l'islamisme et contre l'ensemble de son influence. Et il faut, de mon point de vue, lutter contre tous les discours indigénistes, racialistes, décoloniaux, etc., qui sont un racisme à l'envers, mais un vrai racisme, sous couvert de l'antiracisme.
un peu compliqué, mais c'est comme ça. Quant à la loi sur la sécurité... Mais juste sur la loi séparatisme, hein, puisqu'on va finir d'en parler, vous en connaissez les grandes lignes. Hein, maintenant, elle a été à peu près présentée, elle sera présentée en Conseil des ministres mercredi. Est-ce que pour vous, pour lutter contre ce que vous dites, ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est une loi qu'a priori, vous allez voter? Elle va être... c'est une ébauche de loi. Elle va être, justement, on le voit bien sur l'article 24 actuellement de la loi sur la sécurité, vous voyez bien qu'elle va être remaniée par le Sénat, encore remaniée par l'Assemblée. Donc là, on est sur une ébauche de loi. Oui, je pense qu'il faut la remanier. Je ne sais pas encore, on a les ébauches du texte, mais on n'a pas le texte. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais cette loi, il va y avoir du fine-tuning, si je veux dire, de l'organisation dans le détail. Donc je ne peux pas vous le dire encore, mais oui, bien sûr, et d'ailleurs c'est le mécanisme de la démocratie. L'Assemblée et le Sénat vont avoir beaucoup de leur mot à dire dans cette loi. On entend votre nom circuler beaucoup dans les milieux autorisés, comme on appelle ça, pour une éventuelle entrée au gouvernement. On l'entend depuis plusieurs mois. Vous avez déjà été secrétaire d'État aux droits de l'homme. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions d'entrée au gouvernement et est-ce que vous accepteriez d'y rentrer, le cas échéant? Vous êtes mieux informé que moi, ou alors vous avez des voix. Moi, je dois dire, on entend... Si on regardait le nombre de gens qui sont contactés, approchés, etc., il y aurait de quoi former 5 gouvernements. Ça ne veut rien dire, c'est des rumeurs, c'est des choses comme ça. Moi, je peux vous dire qu'une seule chose, je suis ravi d'être président du groupe des indépendants au Sénat, et les indépendants, c'est pas par hasard qu'on a choisi ce nom. Je peux dire ce que je veux, j'ai un groupe formidable avec lequel on prépare les choses. Si on veut voter si le gouvernement propose des bonnes choses, on les vote. Si c'est des mauvaises choses, on ne les vote pas. Et bien entendu, on propose des alternatives. Je suis tellement plus heureux d'être libre que quand on est ministre, comme disait Chevènement, on ferme sa gueule ou on démissionne. La liberté n'a pas de prix. Et justement, le président du groupe que vous êtes va avoir du travail à la rentrée, notamment sur cette loi sur la sécurité globale et son article 24 qui fait débat. Est-ce que la manière dont ça s'est passé entre l'exécutif et le Sénat, entre la majorité à l'Assemblée et le Sénat, ça a été un problème pour vous? Et est-ce que désormais, ce problème est réglé? Il y a eu un déjeuner avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites l'incident est clos? Oui, je pense que c'est d'ailleurs ce que tous les présidents de groupe et Gérard Larcher, le président du Sénat, ont dit à la sortie du déjeuner mercredi avec le président de la République. Il y a eu un vrai problème. Le problème permanent de la Ve République est permanent aujourd'hui également, de la verticalité, le problème du poids de l'exécutif par rapport aux législatives, du déséquilibre entre l'exécutif et le législatif dans la Ve République. C'est comme ça et je pense que ce sera toujours comme ça. Après tout, il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est la diminution du poids du Parlement. Donc ça pose régulièrement des crises. Et là, il y a eu une crise et il y a eu des erreurs de communication, c'est évident. Le déjeuner de mercredi avec l'ensemble des présidents de groupe et le président du Sénat a été d'une très grande cordialité. Le président nous a retenus pendant 2h30 et on a évoqué vraiment tous les sujets. Et je crois qu'à la sortie, Gérard Larcher l'a dit bien avant moi, maintenant la loi va suivre son cours normal, dont elle n'aurait jamais dû sortir. Le Sénat va l'amender, le Sénat va réécrire l'article 24 et puis l'Assemblée nationale se repenchera dessus et on sera dans le processus normal. Et merci beaucoup, on suivra bien sûr tout ça. Merci Claude Malhuret d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Mathieu Perrineau. Dans 2 minutes, l'invité politique de cette émission spéciale, c'est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera avec nous pendant 1 heure. Avant cela, on va regarder son portrait de président de région, son refuge depuis qu'il a quitté la scène nationale, mais aussi son laboratoire et peut-être son tremplin pour la suite. On regarde ce sujet réalisé par Quentin Calmet.